Alors, bienvenue à tous. Je vois que les participants se joignent à nous. Nous allons patienter quelques minutes. Ça ne sera pas très long, le temps de laisser la chance à tous les participants de se joindre à notre causerie aujourd'hui. En attendant, je peux saluer une ancienne collègue de la Chambre, Andréane Martel, bienvenue. Alexandrine, bienvenue à François, Frédéric, Hélène. Bienvenue à tous, bienvenue à Nathalie, Nicolas, Valérie, Vanessa. Alors, je vais le répéter tantôt, mais pour le bien un peu de ceux qui sont déjà parmi nous, vous pourrez poser vos questions tout au long de la causerie en cliquant sur le bouton Q&A juste au bas de votre menu Zoom. Donc, nous allons, après la discussion avec nos invités, je vais pouvoir poser vos questions directement à nos invités en les sélectionnant à travers les questions posées dans le Q&A. Alors, nous allons débuter bientôt. Parfait, OK. Donc, je vais laisser encore un peu de temps pour que les gens se joignent. OK, alors nous allons débuter immédiatement. Donc, bienvenue à tous. Alors, tout d'abord, je vous souhaite toute la bienvenue à cette causerie CGI organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Permettez-moi d'ailleurs de remercier le CGI, le commanditaire en titre de cet événement qui est présenté par SNC-Lavalin. Notre causerie d'aujourd'hui est également rendue possible par la collaboration d'EY, Hydro-Québec et Rio Tinto. Je vais vous expliquer brièvement le déroulement de la causerie pour commencer. Je vais d'abord animer une discussion avec nos deux invités, Lily Fortin, présidente de Tristan, et David Parent, l'un des cofondateurs et le chef de la direction de Pixmob. La discussion sera d'une durée de 30 minutes. Pendant cette discussion, vous pouvez déjà poser vos propres questions via le bouton Q&A sur la barre d'outils de Zoom au bas de votre écran. Après la discussion, je poserai vos propres questions à nos deux invités. Si vous avez des commentaires, je vous invite plutôt à utiliser le bouton Chat qui est juste à côté de celui du Q&A. Maintenant, avant de commencer, je vais prendre 2 minutes pour vous présenter nos chers invités. Lily Fortin, présidente de Tristan. Lily s'est jointe à l'entreprise familiale en 2004 en prenant en charge la division des États-Unis. Elle est devenue la directrice générale de la compagnie en 2014, puis présidente de Tristan en 2017. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'entreprise est née au cours des années 70 à la rencontre de ses deux fondateurs, Gilles Fortin et Denise Deslauriers. D'abord nommée Tristan et America, est connue aujourd'hui sous le nom de Tristan. La marque crée des collections pour les hommes et les femmes. Elle confie plus de 30 % de sa production à l'industrie manufacturière locale. David Parent est l'un des cofondateurs et le chef de la direction de Pixmob. Fondée en 2006, l'entreprise développait initialement des technologies sur mesure. Depuis 2010, l'entreprise a développé et commercialisé la technologie Pixmob, qui permet de contrôler des objets lumineux distribués dans les foules. On a d'ailleurs pu voir cette technologie utilisée dans plusieurs grands événements, dont à la mi-temps du Super Bowl, les cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux olympiques, plus de 100 matchs de la NBA et de la NHL et plusieurs tournées mondiales, dont celle de Taylor Swift, des Spice Girls et de Shawn Mendes. Alors, bienvenue Lily et David. Bienvenue. Merci. Bonjour. Alors, pour commencer, Lily et David, j'aimerais que vous nous présentiez à tour de rôle votre entreprise.
la manière dont la crise de la COVID-19 les a frappés et la manière dont vous avez dû vous réinventer ou vous adapter pour faire face à la situation inédite dans laquelle nous baignons tous encore. Alors, je commencerai par toi, Lily. Bonjour, merci. Ça semble être un autre monde, alors que ça fait même pas 2 mois. Je peux faire un peu. Bon, ben, Tristan est un détaillant et manufacturier de vêtements. Comme dans l'introduction, qu'on commençait en 1973, pardon, je vais juste fondé en 1973. On opère 45, ou on opérait depuis avant la crise, 45 magasins au Canada. On avait 800 employés. Et puis oui, on fabriquait 30% de nos vêtements ici au Québec, dans nos propres usines, mais aussi chez des sous-traitants, toujours au Québec. Et puis c'est quelque chose en quoi on croyait, on a toujours cru, la production locale, pour avoir une certaine indépendance et puis contribuer à l'économie locale, mais aussi pour développer une certaine expertise dans une catégorie de produits. Le 18 mars, la crise nous a frappés de plein fouet. Le début de la crise où les magasins ont tous dû fermer du jour au lendemain. Donc, on est passé de 45 magasins à un magasin, étant le web. On est passé de 800 employés à 8. Et puis, du jour au lendemain, en fait, suite à l'annonce de la fermeture des magasins et du bureau-chef, en fait, le lendemain, j'ai reçu un appel d'une amie à moi, Geneviève Biron, qui opère des cliniques, donc qui opère dans le domaine de la santé, me soulevant un grand besoin de visière. Alors, à ce moment-là, je vais sur Google, c'est quoi une visière médicale? Et puis, elle me demande si on peut l'aider, si on peut en produire dans nos usines. À ce moment-là, je n'étais même pas certaine de ce qu'était une visière médicale. Donc, je vais sur Google chercher des photos. On l'envoie à notre directeur d'usine. Je lui demande est-ce qu'on est capable de faire ça? Ne sachant pas trop à ce moment-là dans quoi on s'embarquait, j'avais quelqu'un qui m'avait lancé un cri à l'aide. Alors, je dis on va voir si on peut aider. Et puis, le lendemain matin, j'ai la confirmation de nos ingénieurs, notre directeur d'usine qui dit oui, notre machine laser est capable de couper du plastique. Et puis, on est capable d'en faire. On avait déjà une photo 3D et un prototype de fait. Alors là, on est samedi. Alors, je réponds à Geneviève Biron. Bonne nouvelle, on est capable. Et puis, sans hésiter, dans un instinct de vouloir aider, sans hésiter, on commence les appels, on travaille dans notre réseau pour trouver les matières premières. Alors là, on est la fin de semaine. On veut s'assurer qu'on appelle les bonnes personnes dès lundi matin. Alors, on travaille, là, à ce moment-là, je prends un petit déjeuner chez mes parents avec les enfants, puis on cherche des fournisseurs de plastique, de néoprène qu'on a besoin pour le front, d'élastique. Et puis, on réussit à trouver donc des contacts là, à travers notre réseau à tous, là, de la famille. Les personnes qui nous disent exactement qui appeler dans les usines lundi matin. Alors, lundi matin, on appelle tout de suite les fournisseurs, puis on réussit à avoir des réponses positives. On commande la matière première. Et puis, pendant la semaine, l'usine est en transformation pour adapter une partie de la ligne de production à la fabrication de visières, pendant que nous, on commande le matériel requis pour les faire et que moi, en parallèle, je travaille pour avoir des licences et l'approbation de Santé Canada. Parce que si on allait faire quelque chose pour le domaine médical, pour moi, c'est important de bien le faire puis de le faire quand même là, de suivre les règles. Alors, on reçoit, je me souviens, là, le samedi suivant, donc à peine 7 jours, moins d'une semaine après, on reçoit, je me souviens, à 1h20, là, je reçois un bip sur mon téléphone, l'approbation de Santé Canada à 1h20 le samedi. Suivant. Et puis, le lundi suivant, 2 jours après, on commençait notre production parce qu'on avait notre accréditation, notre licence.
On avait la matière première et puis la chaîne de production, elle était prête pour faire des visières. Alors, le lundi matin, on reçoit des commandes, premièrement, mais on reçoit surtout nos premières visières et puis on fait nos premières distributions à aux premiers hôpitaux, aux médecins et aux hôpitaux. Donc, tout ça s'est passé hyper vite, très rapidement. Ça nous a permis un peu de se réinventer là, très, très rapidement pour remplir un besoin criant dans le domaine de la santé. Puis, c'est un peu dans notre ADN. Dès que quelqu'un crie à l'aide, on lève la main pour les aider. Et puis, aujourd'hui, on est 5-6 semaines plus tard. On est en train de redéfinir. Alors, on continue dans le médical. On a développé des nouveaux produits, mais on est en train de redéfinir un peu notre raison d'être. Puis, on n'oublie pas qu'à la base, on est détaillant et manufacturier. Alors, on y va un jour à la fois. En date d'aujourd'hui, on n'a même pas encore de date à laquelle les magasins vont réouvrir dans les centres commerciaux. La plupart de nos magasins sont dans des centres commerciaux. Alors, on y va un jour à la fois, mais c'est sûr on a besoin de se réinventer constamment. On se questionne beaucoup là, que sur la suite des choses et puis on revoit un peu nos modèles d'affaires. Alors, rapidement, ça fait le tour un peu des 5 ou 6 dernières semaines. Merci beaucoup, Julie. C'est vraiment impressionnant le peu de temps dans lequel vous avez réussi à tout opérer cette nouvelle division-là. David, à ton tour, on aimerait profiter un peu de ton expérience et voir comment ça s'est passé chez Pixmov. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui. De notre côté, nous, ça s'est passé légèrement différemment, mais la crise est arrivée par un angle peut-être un peu différent du détail, mais on est dans un scénario pas moins enviable, si on veut. Donc, je vous partage. Mon écran ne sera pas très long. Donc, pour nous, Pixmov, on est surtout connu pour les objets lumineux qu'on fait dans le cadre des spectacles. On participe à plusieurs grands événements un peu partout sur la planète, des grandes tournées. Ça, ici, on a une photo d'un spectacle qu'on a fait avec Taylor Swift il y a quelques années. On a la dernière grande réalisation, tu en parlais en introduction, c'était notre participation au Super Bowl à la mi-temps. Normalement, à ce temps-ci de l'année, on serait en train de travailler avec des équipes de sport dans la NBA, la NHL pour les matchs de fin de saison. C'est beaucoup de tournées qui commencent, la préparation de la saison estivale. Mais aussi, on a une deuxième ligne d'affaires qui s'appelle Click, qui est une ligne d'affaires d'objets. En fait, c'est une plateforme d'objets connectés qu'on utilise surtout dans le cadre d'événements corporatifs, des conférences. On l'utilise ici à Montréal avec C2 Montréal, avec qui on est partenaire depuis 4 ans, avec qui on amène beaucoup d'innovation. Donc, pour nous, avant la crise, on avait une centaine d'employés permanents, 25 employés temporaires. Et dans notre cas, on a vu venir la crise depuis le mois de janvier, étant donné qu'on a de la fabrication de nos objets qui est faite en Chine. Dès le 29 janvier, on a eu à prendre la décision de tout rapatrier nos inventaires. Au mois de janvier, l'enjeu était la chaîne d'approvisionnement qui était à risque avec ce qui se passait en Chine. C'était surtout à Wuhan. Puis nous, on était à Shenzhen. On s'est dit, OK, éventuellement, ça pourrait arriver là-bas. On a fait venir nos inventaires. Mais en parallèle, on avait une vice-présidente qui était en tournée là, de développement d'affaires à Séoul, à Singapour, à Tokyo. Puis là, elle a vu tout ce qui se mettait en place au niveau du confinement. Et pour nous, c'était un sujet très, très chaud à savoir qu'est-ce qui va se passer avec les événements parce qu'on voyait la propagation du virus et on a eu des annulations très tôt d'événements en Asie. Et progressivement, on a vu aussi des annulations arriver d'événements aux États-Unis. On travaille avec plusieurs grandes firmes en technologie pour leurs conférences. Et là, il y a eu une vague là, au courant du mois de février d'annulation et de report de décision ou de report d'événements. Et pour nous, c'est devenu assez clair que l'industrie du divertissement allait être frappée pour minimum 6 mois, peut-être même 1 an, 1 an et demi. Et on a pris la décision de travailler comme s'il y avait plus d'événements. On s'est dit, s'il y a des événements qui arrivent, tant mieux. Par contre,
On s'est dit, on va devoir réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant en prenant pour acquis qu'il n'y aura plus de revenus. On a des clients qui continuent à nous approcher, qui étaient peut-être plus dans le déni à ce moment-là, selon nous, ou qui n'avaient pas encore compris l'ampleur des problèmes qu'on allait rencontrer. Donc, nous, dès le mois de début mars, on a fait procéder à une dizaine d'abolitions de postes. On a mis à pied nos employés temporaires, mais on a gardé quand même à peu près 90% de nos employés permanents. Et on s'est dit, si on veut passer à travers la crise, ça ne sera pas en s'assoyant, en brûlant notre argent tranquillement à faible coût, puis en espérant que le gouvernement vienne nous sauver. On est mieux de prendre action et ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est de prendre notre argent et essayer de faire en sorte d'étirer le délai pendant lequel on allait le dépenser au maximum. L'ensemble des coupures qu'on a faites nous ont permis d'économiser 30% sur notre burn rate, si on veut, ce qui, en fait, augmente de 50% la durée pendant laquelle on avait de l'argent. Donc, simplement, en coupant 30%, si tu as 6 mois de cash en avant de toi, tu tombes à 9 mois. Si tu as 3 mois, ben, tu tombes à 4 mois et demi. Ça a quand même un impact qui est significatif tout en maintenant une capacité d'exécution. Parce que plusieurs personnes disent, ben, quand il va y avoir la reprise, on va avoir des gens, on va les réembaucher, mais la réalité, c'est que si tu laisses aller les gens, il y a des bonnes chances qu'ils s'en aillent et que tu ne les revois plus. Donc, on s'est dit, bon, comment on va faire fructifier nos acquis? On a une bonne base technologique, on est capable de faire du logiciel, on est capable de fabriquer également. On a des capacités en design industriel, en conception, en électronique, en firmware. On a une plateforme d'objets connectés. On s'est dit, il y a certainement quelque chose qu'on va être capable de faire et de bâtir pour s'adapter à la réalité dans quelque chose qui n'est pas lié à l'événementiel et au divertissement. Et là, on s'est dit, ben, on va refaire ce qu'on sait faire. On va repartir des entreprises. On est des créateurs d'entreprises. Alors là, on a pris notre équipe puis on a vraiment créé un bootcamp de start-up. On a testé différentes idées pendant quelques semaines et on a initié différentes équipes. On en a démantelé. On a vraiment été en mode fail fast où on testait des idées et l'idée était d'appeler un maximum de clients le plus rapidement possible. Et on est parti avec la prémisse que une crise génère des problèmes vont devoir avoir des solutions, puis les solutions sont à la source des opportunités d'affaires. C'est essentiellement ce que tous les incubateurs puis tous les centres d'entrepreneurship vont apprendre à des jeunes entrepreneurs. Puis on se dit, la nouvelle réalité ou le monde auquel on fait face maintenant va générer de nouvelles opportunités. Donc, on va s'en occuper et du moins, on va essayer de les trouver le plus rapidement possible et aligner avec notre savoir-faire. Donc, on s'est retrouvé, en fait, à faire ce que plusieurs entrepreneurs font, c'est-à-dire le leap of faith, un saut vers l'avenir en se disant, il va y avoir quelque chose de l'autre bord. Je ne sais pas encore ça va être quoi, mais on va le découvrir au fur et à mesure. Mais on a fait ça avec 90 personnes, ce qui est un commitment différent. On a dû avoir l'aval de notre conseil d'administration, l'alignement avec nos actionnaires et s'assurer que tout le monde est on board. Et je pense qu'on n'a jamais eu autant d'appui, de conversations productives. Et on s'est fait challenger également par tout le monde autour de nous, mais ça contribue à faire avancer nos idées. Et ce qu'on a comme objectif, on s'est dit, si on ne fait plus d'argent, il faut générer des revenus à court terme. Si on décide de garder des gens sur le payroll, il faut également améliorer notre modèle d'affaires à long terme. C'est beau de générer des revenus à court terme, mais c'est très facile de perdre notre focus puis de s'éparpiller. Par contre, si on garde en vue que l'intérêt est également de bâtir pour le long terme, ça va mieux nous servir. Et également garder l'équipe hautement engagée, ce qui est vraiment important pour nous, étant donné qu'on travaille sur la scène mondiale. C'est très, très concurrentiel, très compétitif. Puis l'engagement, puis d'avoir les gens qui sont très déterminés est vraiment important pour nous pour avoir du succès au niveau mondial. Donc ça, c'est un élément qui était très important pour nous, de s'assurer de cultiver ça pour ne pas tomber dans la morosité. Les résultats, dans tout ça, je vous épargne les détails de toutes les expérimentations. On a développé également des visières. On a fait venir des masques chirurgicaux de Chine pour différents acteurs dans le monde de la santé. C'est quelque chose qui, pour nous, on va se désengager. On a fait ça aussi pour rendre service dans une certaine mesure. Ça a gardé une bonne partie de nos employés occupés. Ça nous a permis de maintenir un bon niveau d'activité avec des gens avec qui on avait peut-être moins de travail pour eux à court terme. Mais sinon, on a beaucoup capitalisé sur notre plateforme Click d'objets connectés. Au niveau de Click, proprement dit, on l'a réinventé pour faire des événements virtuels.
Oui, pour faire un volet webinaire, si on veut, le volet conférencier, mais également le volet réseautage, qui est un élément important et pour lequel les gens vont dans des événements. Alors, on a adapté également nos bracelets et certains objets pour en faire SafeWatch, qui est utilisé surtout au niveau commercial. C'est quelque chose qui permet aux gens d'avoir un rappel pour se laver les mains. Et lorsque les gens vont aller se laver les mains, bien, ça va repartir le compteur. Donc, dépendamment du contexte d'utilisation, on va ajuster les timers pour que ça aille de 15 minutes à 1 heure. Pour nous, c'est quelque chose qu'on utilise et qui est obligatoire au bureau pour que les gens vraiment développent l'habitude et gardent l'habitude de se laver les mains. Blue Trace, quelque chose qu'on fait davantage au niveau industriel. On a commencé à déployer dans les dernières semaines notre technologie Click qui permet de savoir où les gens vont, ce qui au final nous permet de faire du contact tracing, c'est-à-dire de savoir qui est en contact avec qui, puis mieux comprendre la dynamique des groupes, ce qui permet de mieux définir les groupes de travail dans une entreprise, mais éventuellement, s'il y a un cas de COVID, bien, être également en mesure de savoir bien, quelle zone aller nettoyer, puis avec qui parler pour être certain là, de faire la bonne circonscription des contaminations potentielles. Puis on a également adapté Click pour l'utiliser pour faire un système d'appel d'infirmières. On l'a déployé là, avec la Croix-Rouge et le CIUS de l'Ouest de l'île pour l'hôpital temporaire qui a été déployé à la salle. Donc, on a essayé de voir comment Click pouvait être utile aux différents milieux dans ce nouveau contexte-là. Et à ce jour, c'est toutes des initiatives qui nous ont permis de générer des revenus minimes, mais quand même qui sont des validations de marché. Il y a plusieurs autres idées qu'on a eues qui n'ont pas généré, qui, elles, ont été écartées. Et ça, c'est clairement des choses qu'on va continuer à pousser dans les mois à venir, à l'exception de MEDEC et du matériel de protection. Merci beaucoup, David. David et Lily, je vous l'ai déjà partagé en coulisses, si on peut dire, comment les actions que vous avez entreprises en si peu de temps pour réagir à la crise vos expériences sont réellement inspirantes. Pour des gens qui peuvent, au premier coup, parfois aussi bien démarrer, mais avoir des instants de découragement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous motive, puis c'est quoi les trucs, puis à la limite aussi des conditions de succès pour, dans une période aussi plein d'incertitudes, vous amener à prendre des risques, puis à dire, bien, on regarde vers l'avant, puis on a, dans un temps où on n'a pas tant que ça non plus le luxe de trop réfléchir. Alors, peut-être commencer par toi, Lily, dans quel état d'esprit il faut se mettre, puis est-ce qu'il y a des conditions de succès peut-être plus tangibles qu'il faut mettre en place? Ben, c'est peut-être une bonne chose dans un contexte comme celui qu'on vit actuellement, là, de ne pas avoir trop le temps de réfléchir, parce que si on y pense trop, on n'agira pas, je pense. Mais je pense que, à la base, nous, on est dans le vêtement, dans le détail, qui est une industrie qui est très créative. La créativité, c'est pas juste le côté artistique dans la création du vêtement, c'est aussi dans la gestion de la crise, la gestion du modèle d'affaires, la créativité là, avec les chiffres, parce qu'on se le cache pas en ce moment, là, il y a beaucoup d'entreprises, il y en a peut-être quelques-unes qui sont épargnées, là, mais l'enjeu, la pression sur les liquidités est énorme. Alors, il faut penser à des manières, il faut être très créatif là, quant à la manière dont on structure nos entreprises ou nos nouvelles entreprises. Dans notre cas, la crise ne fait qu'accentuer ce besoin de jamais tolérer le statu quo. Mais je dirais que ça fait déjà plusieurs années, là, avec la crise financière 2008-2009, l'arrivée des joueurs internationaux au Canada dans notre cas, l'expansion du web. Alors, je dirais que le statu quo a toujours été un endroit dangereux pour nous là, d'être. Donc, c'est quelque chose qu'on évite depuis plusieurs années. Sinon, je dirais que c'est la résilience. Il y a tellement de choses qui arrivent en ce moment. Si on se laisse décourager là, par les mauvaises nouvelles, on n'a pas fini, surtout en ce moment. Là, c'est une après l'autre. Alors, faut voir. Un peu comme David disait, là, il y a des opportunités qui se présentent devant nous. Il faut être dans le bon mindset, là, excusez-moi l'expression, mais pour être capable de saisir ces opportunités-là, puis de voir les choses autrement.
puis de voir comment on peut s'adapter, se réinventer, ou peu importe là, le mot qu'on veut utiliser, mais de faire le mieux possible avec la situation actuelle, les opportunités qui se présentent devant nous. Et puis, de notre côté, on n'y a pas pensé 2 fois, là, c'était un instinct naturel de vouloir aider. Puis ensuite, on a vu, OK, il faut que ça fasse du sens, puis idéalement à long terme. Alors, on a tout mis en place pour que les efforts qu'on mettait fassent du sens. Puis dans notre cas, c'est sûr que ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu les usines locales, les usines ici. Alors, c'est ce qui nous a permis d'être capable de réagir aussi rapidement, puis d'être capable de penser aussi que ça pourrait être une division qui pourrait continuer ou vivre dans le temps. Pas pour laisser de côté le vêtement, mais pour rouler en parallèle. Le vêtement, c'est très cyclique. Alors, quand il y a des produits qu'on veut mettre sur le marché qui sont plus stables, bon, c'est sûr qu'on ne sait pas les besoins après la crise, mais cette division-là pourra, elle aussi, évoluer avec le temps, évoluer avec les besoins. Alors, je pense que s'il y a 2 mots là, que je peux dire, c'est ou à éviter, là, en tout cas dans notre part, de notre part, c'est le statu quo, c'est à éviter. Les choses changent trop vite et il faut savoir bouger rapidement. Ouais. Donc, la rapidité, éviter le statu quo et la résilience, j'entends bien, je retiens. David, de votre côté, comment vous avez vécu ça? Quel état d'esprit vous mettez pour se lancer dans... J'aimais bien l'image là, tantôt de se lancer dans le vide et de se lancer avec quand même, si j'ai bien compris tantôt, une équipe de 90 personnes. Ça prend un grand vide, mais pour tout se lancer. Comment vous avez abordé ça? Puis, y a-t-il des choses aussi plus tangibles que l'état d'esprit dans lequel vous devez vous mettre là, pour attaquer une situation comme ça? Oui. La réalité, c'est que ça a été extrêmement difficile. Le constat a été brutal. C'est pas vrai qu'on est rentré là-dedans avec le sourire en se disant on va être des champions puis ça va bien aller. On a eu un constat à faire quand la journée où on a accepté le fait qu'il n'y aurait pas d'événement. Je pense que ça s'est fait avec une larme à l'œil pour plusieurs personnes, parce qu'on était conscient des conséquences. Mais rapidement, on s'est rendu compte que si on arrêtait là et qu'on faisait que garder notre état d'esprit justement dans ça va être difficile, ça va être pénible, probablement qu'on serait juste déprimé, puis ça nous aurait pris énormément de temps avant de sortir la tête de l'eau. On s'est constamment rappelé l'importance de se donner du temps pour réfléchir aux opportunités. Et le fait de faire ça nous a, individu par individu, parce que c'est pas vrai que c'est toute la compagnie qui est arrivée là en même temps, on a progressivement, compris la réalité dans laquelle on était, les conséquences potentielles, mais ensuite de ça, on a tous commencé à regarder les opportunités et ça a été extrêmement important de parler à des clients. Je pense qu'il n'y a jamais autant d'appels qui ont été organisés. Et la bonne nouvelle, c'est que le téléphone, il y avait quelqu'un au bout du fil pour répondre parce que les gens se sont tous retrouvés assis sur leur divan à la maison avec des agendas qui étaient disponibles. Et on s'est alimenté énormément du feedback qu'on est allé chercher. On n'a pas seulement essayé d'inventer des choses dans notre salon. Au début même, on est resté presque 3 semaines là, au bureau fonctionnel avant d'envoyer les gens en télétravail. On a fait ça énormément en collaboration avec des gens qui ont voulu partager avec nous autres, nous valider nos idées ou nous aider à les discarter. Et ça, d'aller chercher ce feedback-là, de voir qu'on était capable de faire du chemin, ça nous a alimenté dans notre réflexion. Et ça nous a fait voir qu'effectivement, il y avait des avenues qui étaient viables au niveau technologique, puis ça nous a grandement énergisés. Et là, on est plus rendu au point de prendre des décisions, à savoir, il y a des possibilités qui vont dans plusieurs directions. Comment on regroupe nos efforts vers un certain focus qui est un concept assez important là, pour avoir du succès à moyen et long terme. Merci beaucoup, David. Je crois que le message a été compris qu'en utilisant le bouton Q&A, les gens peuvent poser des questions. Quand les questions rentrent, merci beaucoup à tous ceux qui posent des questions. Alors, je vais m'en permettre pour l'instant une dernière pour avoir le temps de répondre à nos participants qui sont là aussi pour discuter avec vous. Donc, pour l'instant, j'aimerais savoir au niveau de votre chaîne d'approvisionnement. On le sait, une crise comme ça nous permet peut-être de se remettre en tête
peut-être que l'achat local est important. Ceci dit, tout le volet commerce international, puis l'approvisionnement aussi à l'international demeure probablement une partie de la solution, puis en ce moment une partie du défi. Comment est-ce que vous avez été affecté par ça? Comment vous l'avez adressé? Puis est-ce que ça amène une perspective un peu différente de votre équilibre approvisionnement international, commerce international et approvisionnement local? Peut-être, David, si tu veux continuer. Définitif, dans notre approche actuelle, on a commencé par privilégier des tests et des pilotes avec des partenaires locaux. La rétroaction qu'on a est beaucoup plus rapide. Habituellement, quand on amène quelque chose pour un événement de 50 personnes qu'on doit le tester, la plupart du temps, on doit sortir du Québec pour faire ça. On n'a pas les volumes au niveau événementiel habituellement, les budgets pour tester nos innovations. Dans ce cas-ci, par contre, il y a une multitude d'entreprises avec lesquelles on peut travailler dans le commercial, l'industriel, le médical, qui ont pu nous donner des feedbacks. Et je pense que dans le futur, peut-être que notre cycle d'innovation va reposer davantage sur des interactions qu'on a avec des joueurs locaux puis faire profiter des entreprises localement des innovations qu'on génère avant d'aller à l'étranger pour peut-être un jour optimiser suffisamment au niveau des coûts puis pouvoir l'implanter ici. Je pense que ça va être surtout au niveau de l'innovation que ça va se passer différemment dans notre cas. C'est excellent. Lily, vous, comment vous avez travaillé un peu ce nouvel équilibre-là, probablement, entre local et international? Bien, en fait, pour nous, c'est un peu la bataille de notre vie, là, d'atteindre cet équilibre-là, puis de maintenir une production locale ici. Pas pour tout, mais parce que nous, évidemment, on s'approvisionne beaucoup en Asie, puis je pense qu'ils ont été en confinement, là, je ne me trompe pas, au mois de novembre. Alors, en novembre, nous, on avait des problèmes d'approvisionnement. Malheureusement, il y a beaucoup de produits qu'on ne peut pas fabriquer ici. Mais là est venue l'importance de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Là. Alors, nous, on travaille avec différents pays. Alors, quand la Chine était en confinement, on s'est retourné beaucoup vers l'Europe. L'Europe était en confinement, l'Asie a repris. Alors, ça nous a permis quand même de continuer. Alors, l'importance de se diversifier est très, 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 très fort. Pour la production locale, nous, on continue d'y croire, puis on continue de vouloir investir, puis de pousser une portion, pour garder une portion de la production ici, parce que c'est pour la rapidité. On le voit avec la mode, puis là encore, on l'a vu aussi avec le médical, c'est vraiment l'agilité ou la rapidité à laquelle on peut faire quelque chose quand on contrôle à 100% la production, puis qu'elle est à côté de nous. Alors là, on n'est pas dépendant, là, on n'est pas affecté par une crise ferroviaire ou un avion qui ne part pas ou quelque chose qui pourrait se pris aux douanes. Quand on a une certaine portion là, qui est produite ici, dans nos propres usines, alors on a un contrôle complet. Puis la rapidité, on le vit avec le médical, on le voit en mode, c'est très, très important. Une nouvelle tendance qu'on n'a pas vu venir, on est capable de réagir rapidement si on les produit ici. Dans le médical, le besoin était énorme, criant. Tout le monde avait besoin de tout demain ou hier. Alors, la production locale, là, ça a quand même ses avantages et puis je pense que les gens sont de plus en plus conscients. Avec la crise qu'on vient de vivre. Excellent. Ce que je retiens, entre autres, dans vos réponses aux deux dernières questions, c'est qu'on parle beaucoup de rapidité, donc d'une forme d'agilité, mais peut-être que l'agilité implique la rapidité, mais beaucoup aussi la réflexion. Puis, vous avez vraiment une réflexion et des réactions qui me semblent structurées. J'ai peut-être pas de difficulté à imaginer que quand on est dans le moment, on ne se sent pas si structuré, mais je peux vous dire qu'en recevant vos expériences et le message, on sent qu'il faut quand même prendre le temps de faire bien les choses. Au niveau de l'international, je retiens aussi que l'international demeure tout aussi important, mais avec une plus forte complémentarité selon la place que ça doit prendre là, avec le local dans vos stratégies d'entreprise. C'est très intéressant. Je laisserai maintenant la parole aux questions. En fait, je vous lancerai les questions que je reçois des participants. Peut-être pour commencer, de qui compte-t-on? Ça s'adresse à Lily et peut-être aussi à David. Là. Comment avez-vous procédé pour obtenir l'approbation de Santé Canada en un temps aussi record? David, je ne sais pas si ça s'applique aussi. Là, je sais que vous avez fait un peu de visière, mais Lily, c'est quoi la magie que vous avez opérée?
Honnêtement, je ne sais pas parce que je naviguais un peu dans l'inconnu. C'est pas un domaine que je connaissais. C'est pas un domaine. Je n'étais pas du tout familière là, avec. J'ai lu beaucoup. J'ai posé des questions. J'ai trouvé. En utilisant mon network, j'ai réussi à trouver la bonne personne à qui parler, qui m'a aidée. Mais surtout, là, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai lu beaucoup. Et puis, j'ai rempli le formulaire, en fait, tout simplement. Donc, il fallait probablement trouver le bon formulaire, le remplir et puis ensuite réussir à parler à la bonne personne parce que nous, on est quand même chanceux parce qu'on l'a fait quand même au tout début, dans les premiers. Mais je pense que les différents ministères ont été bombardés ensuite d'offres. Alors, ils ont dû filtrer beaucoup d'offres parce que, bon, il y en a qui faisaient bien leur travail, mais il y en a qui c'était peut-être saisir une opportunité sans nécessairement avoir les capacités de rendre le produit. Donc, le ministère a été mobilisé en tout cas, j'ai l'impression, à filtrer différentes offres qui n'étaient pas toutes bonnes. Alors, peut-être qu'on a eu un peu de chance, on l'a fait un peu avant tout le monde, mais on a quand même bien fait les choses. Donc, les formulaires étaient très, très bien remplis, le bon formulaire, la bonne personne. Donc, je pense que quand ton dossier je ne veux pas dire, est bien rempli, ça facilite là, le processus. Si je regarde les timings, nous, je pense qu'on a déposé le dossier peut-être 2 ou 3 jours plus tard. Et ça a été les 12 travaux d'Astérix pour obtenir nos autorisations, que ce soit au niveau d'avoir certificat sur les visières ou encore avoir le droit d'importer du matériel de Chine. En fait, éventuellement, il a fallu faire des représentations avec des députés pour pouvoir s'assurer qu'on ait les autorisations d'importation, le MDEL. On avait des centaines de milliers de masques qui étaient potentiellement coincés en Chine et qui devaient s'en venir, qui étaient rendus à l'entrepôt à l'aéroport. Et ça nous a aidé à faire débloquer le dossier. Mais ça a été extrêmement difficile et laborieux et probablement dû au fait que les gens étaient enterrés de travail et de demandes. Ça a été difficile à faire. Puis ça a été difficile d'être bien orienté également et de venir à bout de parler à quelqu'un. Mais il a fallu pousser. Ça ne s'est pas seulement fait dans notre cas en soumettant un dossier puis en espérant que ça se règle en quelques jours. Alors, on retient que dans ce cas-ci aussi, la débrouillardise et de se lancer est important, mais le timing aussi a probablement joué en la faveur. David, si on continue avec Pixmob, on a une question de Pascal. Votre technologie Blue Trace a-t-elle déjà été testée en usine ou sur le terrain déjà? Oui, en fait, la technologie proprement dit est testée, ça fait 4 ans. En usine, ça fait, je pense ça fait 2 ou 3 semaines qu'on teste dans des usines. On vise à avoir une dizaine de pilotes en tout qui roulent. On commence à en avoir à l'extérieur du Québec. Je crois qu'on a des sites de construction qui sont déployés cette semaine également, mais oui, c'est en test depuis peu en usine. Excellent. J'ai une question qui revient et je suis très, très curieux aussi de vous la poser. Dans ces nouvelles productions-là, il y a parfois des pivots. David en a déjà parlé, réinvention, adaptation, mais il y a aussi, dans le cas, entre autres, de vous, Lily, même une nouvelle ligne de service ou pratiquement une nouvelle division. Comment vous voyez à long terme la permanence de ces transformations-là, de ces adaptations-là, puis comment ça s'insère dans vos modèles d'affaires pour, j'allais dire pour les 2-3 prochaines années, mais c'est tellement incertain pour l'instant, mais quand même, comment vous voyez ça à plus long terme? Je pense que ça va continuer d'évoluer. Puis les 2 divisions, la vente du détail, les produits de protection là, dans la santé, on va continuer à le faire évoluer et à s'adapter aux besoins. Puis la clé, en tout cas dans notre industrie première, le détail, c'est de voir venir les coûts, donc de prévoir les changements d'habitude des consommateurs avant qu'ils ne commencent. Parce que ça nous permet de se préparer un peu puis de tester un peu différentes stratégies. Alors, c'est un peu ça sur quoi on travaille parce que c'est sûr que la situation actuelle bouleverse les choses, surtout à court terme, mais c'est sûr que ça va changer à long terme. Puis si ce n'était pas dû à cette crise-là, ça aurait été causé par autre chose.
Alors, c'est important d'essayer de voir venir ces changements-là avant qu'ils n'arrivent pour être prêt. Parce qu'on peut être vite, mais des fois, il faut un peu de préparation. Surtout en production, des fois, là, dans les vêtements, ça prend un peu plus que les commandes doivent se passer longtemps d'avance. Alors, on ne peut pas tout faire là, en une semaine. David, de votre côté, ce qui va perdurer ou ce qui va rester de cette expérience-là et des nouveaux produits et services? Oui. Je pense qu'une chose qui va perdurer, c'est notre façon d'innover, être plus aller valider nos idées plus tôt avec nos clients, tester des produits incomplets et non pas viser la perfection. C'est tous des concepts qu'on maîtrise, qu'on démarre, puis on dirait plus l'entreprise grossit, plus les choses tendent à se figer. Puis ça, je pense que c'est un élément qu'on a pris conscience qui était extrêmement valable. Ça, on va vouloir le cultiver à long terme. Mais sinon, pour ce qui est des nouvelles lignes d'affaires, oui, c'est tout sous le chapeau Click d'un point de vue technologique, mais techniquement, c'est une nouvelle ligne d'affaires et on va devoir bien la structurer de sorte à ce qu'elle vive bien au sein de l'organisation. Mais en même temps, on fait tout ça dans l'optique où il va y avoir des événements. Est-ce que ça va être dans 12, 18, 36 mois? On n'est pas encore capable de le savoir. On s'attend à ce que ça soit long, mais on veut être certain de pouvoir profiter d'une certaine reprise. Puis, j'aime pas nécessairement le terme parce que je ne m'attends pas à ce que ça reprenne comme c'était, mais il va y avoir de nouvelles activités dans le futur. Pour ça, on s'assure de demeurer en contact avec nos clients, parler d'innovation avec eux, des nouvelles façons de voir les choses, puis de maintenir les canaux ouverts. Donc, c'est un équilibre de balance entre développer quelque chose de nouveau tout en cultivant là, le futur de ce qui était davantage nos marchés traditionnels. Ça m'amène sur une question, et je vais faire un mix de la question de Catherine qui s'adressait à David de Pixmob pour les événements, puis aussi, je crois, à Michael qui avait une question plutôt pour Lily et Tristan. Vos deux entreprises sont au cœur d'un comportement humain qui est la relation humaine, soit pour le magasinage, donc en boutique, l'essayage, etc. La relation aussi avec le service à la clientèle. Puis, évidemment, dans le cadre de Pixmob aussi, de travailler avec des grandes foules, qui dans le cadre d'événements. Ces contacts-là, on se pose la question, est-ce que même une fois les mesures sanitaires, peut-être, est-ce qu'elles seront un jour complètement disparues? Les comportements risquent peut-être aussi d'être affectés. Alors, comment vous percevez, et là, c'est la question un peu boule de cristal, qui est liée un peu aussi à comment une partie de votre réponse, qui est comment maintenant vous travaillez l'avenir ou vos stratégies. Comment vous voyez ça, ces comportements-là qui ont été transformés? David, on peut peut-être continuer avec toi au niveau des événements. Est-ce qu'il y a une réflexion déjà qui est là ou c'est un peu tôt pour réfléchir à ça? Je pense qu'il y a des réflexions individuelles. Je ne pense pas qu'on ait eu de discussion profonde encore. Il n'y a pas eu de discussion profonde sur le sujet. On considère qu'il est encore tôt pour essayer de prévoir le futur. On essaie davantage de voir qu'est-ce qu'on fait dans le moment présent, comment on s'organise pour avoir une entreprise qui est viable sur un horizon de quelques mois et non pas dans 5 ans. Et les relations humaines, nous, dans notre cas, ce qu'on se dit, c'est que notre raison d'être habituelle, c'est en anglais, c'est creating togetherness, c'est de favoriser les rassemblements. Puis ça va certainement demeurer important pour nous. Puis même ce qu'on fait en ce moment avec nos différentes solutions, c'est essentiellement dans le commercial puis l'industriel, c'est de favoriser le retour au travail puis une présence plus sécuritaire. Donc, il y a une certaine forme de rassemblement. Comment les gens vont évoluer, quels sont les traumatismes qui vont perdurer, quels sont aussi les mécanismes que les gens vont développer pour oublier ça, parce que les gens, quand il y a une crise, c'est un peu la première chose qu'ils essaient d'effacer de leur mémoire. C'est encore tôt, mais la nature humaine est davantage vers les rassemblements que l'isolement. Donc, certainement, je pense que les gens vont un jour passer outre le trauma actuel. On va certainement tomber dans un contexte sanitaire qui redevient plus normal. Il y a peut-être des précautions qui vont être prises au niveau de la société dans son ensemble, mais les individus vont certainement réavoir ce désir de connecter avec les autres et non pas seulement à travers Zoom et un écran.
En tout cas, j'en suis. Je vais certainement être dans les premiers à vouloir aller vivre une expérience Pixmob dans une grande foule. Je pense qu'on s'ennuie tous de ça. Lily, la question qui était adressée là, dans la même perspective à vous, c'était aussi, comme on tombe on connaît tous le magasinage numérique, tout le volet numérique. Est-ce que ça peut avoir une incidence plus permanente et à long terme dans les orientations du détail, puis d'avoir des boutiques en présentiel, ou comment vous voyez ça? Je pense qu'on va s'adapter un peu, mais un peu comme, tu sais, si j'allais renchérir ce que David disait, les gens sont en confinement là, depuis plusieurs semaines. Il a fait beau en fin de semaine. La première chose que les gens ont fait, ont sorti. Les gens ont besoin du contact humain, ont besoin de... Les gens, ça leur manque. Là. En tout cas, moi, tout le monde, je veux dire, les gens ont hâte de se revoir, d'organiser un souper, puis juste de retrouver un peu une espèce de vie sociale. Puis dans notre domaine, ben, l'Internet veut pas aide beaucoup, puis a changé un peu notre manière de magasiner. Mais je pense que le service personnalisé, celui-là va devoir peut-être être modifié, là, peut-être plus exactement comme on le faisait avant, mais je pense qu'il y aura toujours sa place. Alors qu'il soit fait de manière virtuelle ou en magasin, je pense que ça reste... les humains, je pense, ont besoin, quand ils en ont envie, d'avoir un service personnalisé ou un contact humain. Et puis, ben, il n'y a rien comme toucher un tissu. Alors, peut-être qu'éventuellement, on aura du 3D ou de la réalité augmentée là, ou virtuelle. Mais je pense que, dépendamment de comment on se sent, là, les gens ont toujours une envie encore là, d'aller dans que ce soit un magasin, un showroom, ou ça va évoluer, le concept va évoluer, mais il n'y a rien qui remplace là, le contact humain, un service personnalisé, puis toucher quelque chose en complémentarité avec le web. Parce que c'est beaucoup. Ça peut un peu dans la même thématique, le web, la distance, transformation des relations humaines, Frédéric pose une question sur l'importance du réseau. Puis je m'étais noté ça aussi tantôt, comment vous avez pu vous entourer dans le cadre de ces adaptations hyper rapides et agiles-là. Mais maintenant, en même temps, c'est un peu difficile de développer un réseau. Là. Si on réussit peut-être à réfléchir notre adaptation, on a besoin de gens. Donc, quel outil ou comment vous avez réussi à travailler pour maintenir ce réseau-là, aller chercher de l'aide, puis vous entourer pour repropulser vos organisations? De mon côté, le réseau s'est avéré être la chose la plus importante dans les dernières semaines. C'est quelque chose qui se bâtit pas du jour au lendemain. Ça se cultive là, sur des années. Puis quand on bâtit notre réseau, on bâtit des amitiés à la base. Et puis, c'est ce réseau-là qui a une grosse valeur après parce que tu as des affinités avec des gens. Et puis, éventuellement, peut-être ou peut-être pas, il y a de l'entraide qui ressort de ce réseau-là. Mais moi, je l'ai vu vraiment, l'importance d'avoir un bon réseau parce que nous, l'enjeu, là, en tout cas, tous nos défis ou nos défis d'approvisionnement se sont passés une fin de semaine. Alors, si je n'avais pas eu ou si on n'avait pas eu les numéros de cellulaire des gens, on n'aurait pas pu rentrer en contact avec eux. Alors, puis ces numéros de cellulaire-là n'ont pas été inscrits dans nos téléphones la veille. Là, ça a été... donc, c'est un travail qui... Mais c'est pas un travail, en fait. C'est quelque chose qui se fait là, sur plusieurs années. Puis, c'est important. Puis, dans la vie, des fois, là, on dit « Ah, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. » Mais je pense que c'est vraiment important là, d'avoir un bon réseau puis de s'exposer, comme disait ma grand-mère, là, de faire des nouvelles rencontres et puis de cultiver ces relations-là. David, de votre côté, une équipe de 90 qu'on doit mobiliser, là, mais sur le coup, probablement qu'il faut les relever un peu aussi. La part du conseil d'administration et ce réseau-là, peut-être qu'il doit aussi aller chercher des nouveaux partenaires. De la même manière un peu que dont Lily l'exprime, comment vous avez fait pour activer ce réseau-là? J'ai eu la réflexion et je me suis dit, si j'avais été à mes débuts d'entrepreneur, dans la jeune vingtaine, j'aurais probablement eu beaucoup plus de difficultés à faire bouger des choses qu'en ce moment, de par justement le nombre de personnes que j'ai
rencontré au cours de ma vie un peu partout, que ce soit ici localement ou à l'international. Et je pense qu'une des choses, tu fais le lien avec les employés, qui nous a grandement aidés, c'est le réseau de nos employés également. On s'est servi beaucoup des réseaux sociaux pour diffuser les nouvelles, nos initiatives, demander de l'aide, qu'on a eu des bloquants. Il y a des personnes, des amis avec qui je fais du kayak qui m'ont aidé à établir des contacts qui sont pertinents. Donc, de se servir des canaux plus naturels des réseaux sociaux que, habituellement, je pense que nos employés vont moins utiliser pour faire de la promotion parce que les gens modèrent un peu ce qui communiquent. Ça nous a aidé grandement. Mais le fait d'avoir un réseau de clients un peu partout dans le monde, dans notre cas, on a fait des événements dans 50 pays à travers le monde. Les gens avaient un carnet d'adresses et les vendeurs qui travaillent pour nous, les gens qui ont travaillé en production, c'est des centaines de personnes qu'ils ont rencontrées dans les dernières années un peu partout sur la planète qui ont pu nous aider à valider des idées et nous ouvrir des portes. Puis je pense qu'en cas de crise, une des choses qu'on a pu observer, c'est la générosité. Quand tu demandes de l'aide parce que les choses vont mal, rarement quelqu'un va te dire « Ah, non, surtout en ce moment, les gens ont du temps. » Il y a plusieurs personnes qui ont du temps et les gens ont moins de déplacements. Il y a cet effort-là collectif qui est fait d'aider ceux qui semblent avoir des idées qui valent la peine au moins d'être discutées. Ça ne veut pas dire que l'idée est bonne, mais les gens sont vraiment, vraiment généreux de leur temps et de leur contact. Puis je pense que même étant avec un réseau qui est plus petit, si tu es plus jeune éventuellement, demander de l'aide en disant hey, « j'ai telle idée, j'aimerais la valider », c'est certain qu'il y a quelqu'un quelque part qui va t'ouvrir une porte plus facilement. J'ai jamais vu autant de monde nous tendre des perches qu'en ce moment pour nous aider. Merci David. Il y a une question très, très concrète, pratico-pratique, qui est probablement liée à l'outil. Puis, faisons pas de placement de produit, mais à toute fin pratique, est-ce qu'il y a un outil ou deux qui est dans votre couteau suisse que vous avez utilisé davantage dans le cadre du télétravail qui vous a vraiment aidé à peut-être soit communiquer ou même peut-être juste à faire du brainstorm? Il y a quelque chose qui est un bon truc, là, qui est un peu... C'est peut-être un secret bien gardé pour chacun d'entre vous. Là. Mais concrètement, peut-être, David, y a-t-il quelque chose? Oui, pour nous autres, on est passé sur Google Drive depuis quelques années et la transition a été extrêmement facile. Au début, il y avait des gens au bureau, on a établi plusieurs quarantaines progressives ou des confinements étant donné que les gens revenaient de voyage sur des événements, ce qui nous a permis de pouvoir justement profiter des outils qu'on avait. On utilisait Zoom déjà. Tout notre système fonctionne sur Zoom depuis quelques années. Donc, on était déjà habitués à ça. Et le téléphone, il y a une journée, j'ai enregistré j'ai eu 100 appels sur mon cellulaire. Je pense que les gens ont redécouvert l'utilité d'un téléphone cellulaire également. Et d'avoir des conversations téléphoniques courtes a été extrêmement productif. Sinon, on utilise Trello dans notre cas pour faire des tableaux agiles. C'est ce qui était le plus simple et le plus accessible. Merci beaucoup de partager ces trucs très précis-là. Je suis sûr que c'est utile. Lily, est-ce que vous avez des outils, c'est peut-être aussi des pratiques ou de réunions, peu importe, mais est-ce que vous avez des secrets comme ça qui vous permettent d'avancer aussi rapidement? On a utilisé les mêmes outils. En fait, on utilise les mêmes outils que David. Mais de moi aussi, là, on dirait que je me suis retournée un peu plus vers le téléphone. J'ai eu l'impression d'être plus efficace en appelant la personne qu'en échangeant trop d'emails ou en planifiant là, des rencontres virtuelles. J'ai un retour à la base. Là, et en 3 minutes, au téléphone, on en règle des choses. Alors, j'ai un petit retour à la base. Puis, c'est sûr qu'on a essayé beaucoup là, de faire des horaires adaptés à la condition actuelle, parce que la condition actuelle pour le télétravail est particulière, surtout pour ceux qui ont des jeunes enfants. C'est sûr qu'on a adapté là, beaucoup là, à la réalité que les gens vivaient à la maison, parce que dans nos employés, beaucoup qui ont des jeunes enfants. Oui, je pense qu'on est plusieurs à le vivre. Peut-être une question qui est liée un peu à ça, dans toute cette innovation-là, ce foisonnement d'adaptation-là, particulièrement des fois un peu obligé. Comment
est-ce que ça a affecté un peu votre vision des lieux de travail et même de l'organisation peut-être d'une manufacture ou de l'usine? Ou comment vous percevez ça peut-être pour la suite? Lily, peut-être si vous voulez continuer sur le sujet. Oui. Pour l'usine, c'est sûr que c'est un peu difficile parce qu'on a les machines qui sont plus difficiles à déplacer. Ceci dit, on est quand même capable, dépendamment des produits, de séparer là, les endroits. Là. Donc, il y a des gens qui peuvent en faire, là, qui n'ont pas besoin d'être ensemble pour bien le faire. Puis, une de nos usines a été beaucoup automatisée aussi. Alors, il y a beaucoup d'étapes qui sont... donc, c'est très moderne, une des usines qui est très, très moderne. Donc, les étapes automatisées, ce qui fait que ça permet de créer le travail pour ensuite le distribuer dans différents endroits ou plus petites usines ou ateliers, où là, les gens peuvent être plus loin les uns des autres. Pour le bureau, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Nous, on a quand même la chance, nos bureaux sont très grands. Mais quand même, tout est à air ouvert. En fait, il y a beaucoup d'espaces qui sont à air ouvert pour promouvoir là, la collaboration et la communication. Ça va être à revoir aussi, comment dans le long terme. Mais je pense que ça dépend, c'est pas tout le monde qui est capable d'être efficace à long terme à la maison. Alors, l'alternance, on va favoriser l'alternance. Les gens, je pense que des fois, ont besoin là, d'avoir un petit brainstorming avec l'équipe, puis c'est pas la même chose de manière virtuelle. Au début, oui, mais à un moment donné, je pense ça revient au contact humain qu'on a besoin, là, d'être stimulé, puis d'être... Fait que je pense que ça va être beaucoup en alternance. Tout à fait. Je pense que chez nous à la Chambre, on le perçoit un peu de la même manière aussi. David, comment ça se passe chez Pixmob de ce côté-là? Vous allez peut-être être étonné d'apprendre que pour nous, le télétravail n'était pas encouragé. Au contraire, parce qu'on avait trop de personnes qui étaient sur la route constamment et les communications étaient déjà tellement difficiles d'avoir des gens qui travaillent dans l'ensemble des fuseaux horaires de la planète que quand ils étaient de retour à Montréal, on demandait le plus possible aux gens d'être au bureau pour améliorer les communications. Et là, le fait que tout le monde soit en télétravail en même temps, ça fonctionne vraiment bien pour nous. Il y a des enjeux, je pense, quand même, de santé mentale à prendre en considération. Il y a la surexposition aux écrans qui, d'après moi, on va faire des découvertes qui ne sont pas jojo. Éventuellement des questions de posture et d'ergonomie qui sont clairement certainement pas optimales pour les gens qui travaillent à la maison. Par contre, il y a un paquet d'avantages. Je pense que pour le futur, on va devoir être très, très ouvert d'esprit à voir comment les choses vont évoluer. Je ne pense pas qu'il va y avoir un retour à l'ancienne normale pour plein de choses, dont la présence au bureau, la façon qu'on gère les entreprises, les horaires. Mais la question, je pense, va être grandement alentour de la santé en général. Premièrement, s'assurer qu'il n'y a pas d'infection sur les lieux de travail, d'envoyer des gens au bureau pour nous. Ça a été le critère numéro 1 depuis le début, comment on prévient les infections, comment on crée même dans notre cas une chaîne de confinement pour s'assurer que les gens qui allaient travailler pendant le pic de la crise n'étaient pas exposés, n'allaient pas à l'épicerie, on faisait livrer leur épicerie, on les aidait au maximum à faire du covoiturage, des choses comme ça. Je pense que ça va être de voir maintenant comment on va déprogrammer cette réalité-là pour s'en aller vers quelque chose de nouveau, mais je pense qu'on va le découvrir au fur et à mesure qu'on va avancer, puis on va devoir être à l'écoute des gens avec qui on travaille pour voir comment eux, à quel point ils sont à l'aise d'aller au travail ou pas, puis éventuellement comment on va balancer le télétravail dans tout ça. Excellent. On arrive à la fin de notre discussion. J'ai débordé un peu. Je pense que j'ai échappé quelques minutes là, dans ma gestion du temps, mais j'aimerais quand même... Et les gens qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas pu répondre jusqu'à maintenant, nous allons regarder, là, on pourra les acheminer à nos invités. Il en restait quelques-unes, mais j'en aurais certainement une dernière d'importance et peut-être répondre le plus concis possible pour le temps qui reste, mais je sais que ça peut être difficile. Je me demandais, au niveau des institutions publiques, on sait que c'est aussi une crise pour eux. Il y a pas je ne pense pas que personne avait un livre de recettes de comment réagir à ce type de crise-là au niveau des instances gouvernementales, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez, selon votre expérience actuelle, là, qui est le besoin le plus important des entreprises, des entrepreneurs comme vous?
comment ils peuvent peut-être adresser ces besoins les plus importants aux clients-là. Si vous aviez là, en 2-3 phrases quelque chose à dire sur comment ils pourraient procéder en ce moment. Peut-être Lily, si... rapidement, premièrement, je n'ai pas très pitié là, des institutions financières là, parce que de leur situation. C'est sûr que le contexte actuel, pour moi, demandait un support plus grand que ce qui est fourni en ce moment. Puis peut-être, bon, nous, on est dans le détail, là, fait qu'on n'a pas... ce qu'on a à mettre en garantie, là, c'est des robes, là, c'est pas de la brique ou du ciment. Ou en fait... je suis, c'est sûr qu'un peu comme beaucoup, je pense, très déçue du support qu'on reçoit des institutions financières qui sont très réticents là, au risque, on le sait, mais bon, le risque actuel n'est pas causé par une mauvaise gestion, est causé par une crise mondiale de santé publique. Là. Alors, c'est sûr que je pense que ils auraient dû être plus présents pour les entreprises. Quand on dit qu'il y a un parapluie quand il fait beau, mais dès qu'il commence à pleuvoir, on l'enlève. En tout cas, nous, c'est ce qu'on vit en ce moment-là. Je comprends. Donc, une meilleure adaptation puis plus de résilience au risque de la part, entre autres, des bailleurs de fonds potentiels. Merci, Lily. David? Un peu dans la même optique, je pense que le gouvernement a très bien agi au niveau du filet social. Je pense qu'il n'y a pas personne, ou pas, c'est pas vrai, il y a vraiment une proportion de la population ici moindre qu'ailleurs qui va être exposée à l'extrême pauvreté causée par des pertes d'emploi et tout. Ça, clairement, les gouvernements étaient super proactifs et c'était la chose à faire. Protéger les individus en premier. Et ça, je pense que c'est bien fait. Mais il y a protéger les entreprises semble être un souci au niveau politique, mais plus difficile à exécuter au niveau des institutions. Et là, il y a un gap entre l'intention politique, la capacité à avoir un projet de loi, ensuite de ça, adapter les politiques des différents organismes. Et ça ne suit pas. Les gens à l'autre bout travaillaient d'une certaine façon il y a 3 mois. Ils n'ont pas changé complètement leur façon de voir le risque. Et ça va être probablement un frein important. Et s'il y a une chose qui pourrait aider grandement à l'entrepreneuriat de façon générale au Québec, ça va être de limiter les capacités des institutions à prendre des cautions personnelles sur les entrepreneurs. Qu'on parle d'un coiffeur ou qu'on parle d'une entreprise qui a 1000 employés ou une centaine d'employés comme nous autres, les cautions personnelles en ce moment sont des enjeux réels où on se dit hey, si je manque mon coup, là, ce que je suis en train d'essayer, les probabilités que je perde tout deviennent vraiment élevées. Puis ce n'est pas tous les entrepreneurs qui ont structuré des fiducies pour se protéger de ça. Mais clairement, si les gouvernements ne limitent pas le downside des entrepreneurs et laissent les institutions éliminent le risque des institutions et font en sorte que les entrepreneurs peuvent tout perdre de toute évidence. Il y en a qui vont tout perdre et il y en a plusieurs qui ne prendront pas les risques nécessaires pour rebâtir l'économie. Et ça va avoir des dommages à moyen et long terme qui vont se faire sentir. Merci beaucoup, David et Lily. Là, ce que j'en retiens, c'est qu'à votre image, il y a un appétit des entrepreneurs puis une attente à ce que des grandes institutions se réinventent aussi et s'adaptent au nouveau contexte. Je pense que le message est lancé. Alors, ce sera le mot de la fin. Merci encore, Lily et David. Merci également à tous les participants d'avoir été présents, ainsi qu'à tous ceux et celles qui ont posé des questions. Vous avez été nombreuses. Je souhaite remercier également nos commanditaires qui rendent cet événement possible, donc CGI, notre commanditaire en titre, notre présentateur SNC-Lavalin, ainsi que nos 3 collaborateurs, EY, Hydro-Québec et Rio Tinto. On a prévu un court sondage qui va vous être envoyé à la fin de la causerie. Ça prend 2 minutes à répondre, puis ça nous aide vraiment à nous améliorer. Donc, prenez ces 2 minutes-là pour y répondre, s'il vous plaît. Si vous êtes connecté en retard, je vous rappelle que la causerie va être en rediffusion sur le site de la Chambre, probablement à partir du début de la soirée, au plus tard demain matin. Et j'espère aussi qu'on va tous vous retrouver cette semaine pour nos autres causeries, demain avec Jean-Marc Léger et vendredi avec TACT. Je me permets finalement aussi de vous rappeler que 2 de nos services, premièrement, notre escouade d'experts, il y avait une question tantôt aussi à propos du réseau, donc notre escouade d'experts sur notre site web, il y a des gens de finance, de légal, et de ressources humaines, peuvent répondre directement à vos questions envoyées via notre site web.
Puis aussi, notre équipe de services conseil à l'exportation qui aide les PME à réévaluer leur modèle d'affaires à l'international et à saisir des nouvelles opportunités durant la situation spéciale qu'on vit tous en ce moment. Toutes les formations pour ces deux services-là sur le site de la Chambre, ainsi qu'évidemment tous nos autres services qui peuvent vous soutenir dans la situation de crise et aussi dans la situation de redémarrage qui s'en vient. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée à tous. Encore une fois, merci David et Lily. C'est très inspirant de vous entendre. Puis évidemment, on vous souhaite encore d'autres beaux moments d'innovation comme ce que vous vivez dans cette situation-là qui est quand même difficile pour tout le monde. Merci à tous. Merci. Merci.